dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'Europe qui change de visage. Et nous en parlons avec Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management, avec nous par téléphone. Bonsoir et bienvenue Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous. Au regard de ce qui s'est passé hier, notamment du côté de l'Allemagne, c'est ce que je disais à vos confrères en début d'émission. J'ose inscrire la date du 5 mars 2025 dans la lignée de quelques dates historiques européennes, comme le 26 juillet 2012 ou encore mai 2020 avec l'annonce du plan Covid par Emmanuel Macron et Angela Merkel à l'époque et la voie qui s'ouvrait pour le programme Next Gen EU. Est-ce qu'on est dans ce genre de moment-là, Frédéric, où une version plus optimale de l'Europe est peut-être en train de naître ? Oui, je pense, je l'espère. Pour tous ceux qui ont observé l'Europe et l'Allemagne en particulier depuis une quinzaine d'années maintenant, et en particulier pendant les tensions les plus élevées de la crise financière, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. Il faut évidemment attendre qu'un certain nombre d'étapes juridiques, légales, juridiques, politiques soient validées, parce que pour l'instant on parle d'un paquet de mesures qui sont proposées et non pas encore mises en œuvre, et encore moins qui ont produit leurs effets, c'est probablement à long terme. Mais la grosse différence avec 2012, que vous citiez comme le whatever it takes de Draghi, c'est qu'on est sur l'aspect budgétaire du policy mix, là où l'aspect monétaire d'une banque centrale peut avoir un effet immédiat sur les marchés, calmer tout de suite la situation. Là, on va être dans le temps plus long. Et donc beaucoup de choses peuvent se passer. La séquence va être intéressante, pour pas dire très compliquée, avec peut-être des tarifs douaniers dans un premier temps, donc d'abord des mauvaises nouvelles avant d'avoir les bonnes nouvelles. Lorsqu'on parle ensuite en termes, pour terminer, d'effets économiques au sens large, d'un paquet budgétaire et notamment des dépenses militaires, on parle d'un multiplicateur de défense, d'un effet économique qui peut être moindre, mais quand on parle d'infrastructure, là, on peut vraiment imaginer et espérer un vrai soutien à la croissance potentielle structurelle sur plusieurs années. Donc on parle de temps différents, mais peut-être in fine d'un effet effectivement qui pourrait être d'une ampleur comparable. Un mot de la question politique en Allemagne, Frédéric, je ne veux pas vous emmener trop dans l'analyse politique, mais c'est quand même un facteur important. Friedrich Merz aimerait faire passer ces accords avec l'ancien Parlement qui court encore jusqu'au 24 ou au 25 mars prochain, je crois, Frédéric. Enfin, j'ai du mal à imaginer qu'il ait pu envoyer un signal aussi fort sans avoir quand même un terrain de compromis politique possible sur des sujets aussi importants que le plafond de la dette. Absolument. Et c'est même là la plus grande surprise. C'est la raison pour laquelle le marché a réagi aussi fortement, et les observateurs qui connaissent bien l'Allemagne ne se sont pas trompés. Je crois que ce serait une erreur de se perdre dans des détails politiques et juridiques. Il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir une cour constitutionnelle en Allemagne qu'on sait particulièrement attentive à certaines règles d'orthodoxie budgétaire, mais quand il y a une volonté politique exprimée aussi fortement, avec le soutien effectivement qui a dû être gagné pendant les négociations du Parti des Verts en particulier, qui va être dans l'ancien Parlement du coup critique pour obtenir une majorité. Voilà, même si on avait quelques défections par exemple au sein des conservateurs pour qui ce programme serait peut-être trop ambitieux, ce serait je pense plus que compensé par les soutiens d'autres partis. Donc ce serait très étonnant maintenant de voir l'Allemagne revenir en arrière. Je crois qu'un vrai tabou a été cassé et une vraie ligne rouge a été franchie. Comment est-ce qu'il faut comprendre le message envoyé par les marchés obligataires ? Correction très très forte avec une envolée de 30 points de base des taux allemands sur la séance d'hier en quelques heures. On l'a beaucoup raconté, historique en une journée, du jamais vu depuis la réunification. Sauf que derrière le 10 ans allemand, c'est toute la courbe euro qui s'est envolée. Ce sont tous les taux longs des pays de la zone euro qui ont suivi le même mouvement, Frédéric. Est-ce que ça peut être un problème à un moment pour d'autres États qui n'ont pas le même espace budgétaire, qui n'ont pas les mêmes ratios de finances publiques que l'Allemagne aujourd'hui ? Si toutes les choses sont égales par ailleurs, oui, une montée des taux français et italiens vers 4% ou au-delà, c'est toujours un problème pour des pays qui ont, alors c'est un secret pour personne, un stock de dette élevé à refinancer. Mais les choses ne sont pas égales par ailleurs. C'est bien la question, c'est la raison pour laquelle l'euro, la devise, elle monte, elle baisse pas. C'est pour ça la raison pour laquelle les actions européennes montent, et pas seulement dans la défense. C'est parce qu'on est en train de réévaluer des perspectives de croissance nominale à long terme, et que quand vous faites des exercices qui sont déjà franchement délicats, périlleux et discutables pour la soutenabilité de la dette à long terme, le dénominateur du PIB,
nominal, croissance plus inflation, va compter, et je pense même encore plus, que le niveau des taux d'intérêt. Et c'est là la grande différence avec 2012 ou même la pandémie. C'est que toute remontée des taux d'intérêt se fait par la partie allemande, comme vous l'avez dit, pour des bonnes raisons, pour le moment en tout cas, à voir s'il y aura des déceptions. Et donc, c'est des conséquences complètement différentes pour notamment la Banque Centrale Européenne. Oui, alors justement, évidemment, ça complique un petit peu le jeu peut-être pour la Banque Centrale Européenne. En tout cas, c'est ce qui ressort, semble-t-il, de la conférence de presse de Christine Lagarde. On est envahi d'incertitudes, de risques, des risques d'ailleurs dans les deux sens, des risques peut-être négatifs avec Donald Trump d'un côté, des risques ou des incertitudes ou des risques positifs avec l'idée d'une Allemagne qui dépenserait sur le plan budgétaire. Est-ce que ça veut dire que le sens du voyage pour la BCE aujourd'hui est beaucoup moins clair, Frédéric? Oui, en tout cas, elle n'a pas répondu à la question pour dire si le sens de ce voyage de baisse des taux d'intérêt était toujours aussi évident qu'au mois de janvier, et donc par défaut, non. Cette direction n'est plus aussi claire, elle n'est plus en mode de pilote automatique. Pour une fois, je le disais en rigolant, elle pense sérieusement, je veux dire, c'est vrai que la Banque centrale ne s'engage pas et qu'elle va regarder les données, parce que de temps en temps c'est faux, on sait bien que... Là, elle est sincère. Là, elle est sincère et elle a raison. Il n'y a pas d'autre option que ça. Je le disais, la séquence va être très délicate parce qu'on peut tout à fait imaginer le président américain qui est en train d'ailleurs apparemment, ça changera peut-être d'ici quelques heures ou quelques jours, de relâcher la pression sur le Mexique, se tourner vers l'Europe. Et on le connaît, sa stratégie en général de commencer avec la menace la plus importante possible pour ensuite éventuellement négocier. Donc imaginez que demain, dans une semaine, dans 2 semaines, il tweet qu'il met en place des tarifs douaniers de 25% sur l'ensemble des biens européens, on sera dans une situation complètement différente pour la Banque Centrale Européenne qui, dans ce cas-là, devrait baisser les taux, je pense, encore en avril. Et puis, quand bien même, l'autre message du jour, même s'il y a des modifications, des incertitudes et un espoir, parce que ça c'est quand même majeur, il y a aussi cette idée que la politique monétaire est toujours restrictive, même si elle l'est moins. Ouais. Donc, l'inflation baissant, je pense, toujours dans les mois qui viennent, et ce risque sur la croissance est toujours à la baisse qui domine. Écoutez, la BCE est toujours finalement en mode d'assouplissement, donc de ce point de vue-là, finalement, la direction du voyage est encore relativement claire, selon moi. Ouais, vous dites à court terme, avant de factoriser les effets de l'Allemagne 2.0 et du programme budgétaire annoncé, le facteur qui va jouer à plein, c'est Trump sur les prochaines décisions. Absolument. Ouais. Et honnêtement, de toute façon, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec des mouvements aussi importants dans un sens ou dans l'autre et une incertitude aussi extrême, c'est pas une ou baisse de taux en plus ou en moins de la Banque Centrale Européenne qui fait la différence. Donc, on avait déjà tous dans le marché, observateurs de la BCE, l'idée qu'elle allait plutôt s'arrêter au niveau de ce qu'elle estime être un taux neutre, autour de 2%, peut-être un peu en dessous, qu'on finisse à 2,25, 2, 1,75. On est sur les mêmes ordres de grandeur. On est en train d'atterrir en douceur vers ce qu'elle estime être un réglage monétaire plus neutre. La grande question, c'est en réalité, est-ce que ce niveau de neutralité qu'on n'observe pas, et dont personne n'a aucune idée en pratique, y compris la BCE, est-ce que dans les années à venir, on ne va pas plutôt se dire, finalement, on peut peut-être avoir un niveau d'équilibre un peu plus élevé, pour des bonnes raisons, pas parce que l'inflation va à 4 ou 5% pour toujours, mais parce que l'Allemagne se sort enfin de ses problèmes séculaires, structurels, de faiblesse économique, change de modèle économique, l'Europe se crée des industries et une économie un peu plus forte, tout est relatif, et dans ce cas-là, pour des bonnes raisons, la BCE pourrait revoir aussi ses prévisions à plus long terme. Bon. Un temps un peu plus long de ce point de vue-là. Un dernier mot sur la situation conjoncturelle aux États-Unis, Frédéric. 1 mois et demi après l'installation de Donald Trump, on a l'impression que la vibe retombe un peu. Est-ce que c'est juste la vibe ou est-ce que c'est plus que la vibe? Est-ce que le ralentissement conjoncturel pourrait être plus rapide et plus prononcé que ce qu'on imagine aux États-Unis? Alors, en 2 ans, on est passé par 4 ou 5 phases d'inquiétude sur la croissance, y compris de récession qui allait arriver de manière imminente. Et nous, comme d'autres, avons surestimé parfois ce risque sur la croissance d'une économie américaine, d'abord, il faut le répéter, qui structurellement, en termes de bilan, de richesse, de patrimoine, des ménages comme des entreprises, est en bonne santé et équilibrée. Donc même si on avait un ralentissement, pour nous c'est un ralentissement et certainement pas un effondrement de l'économie américaine
sauf évidemment politique économique catastrophique, ce qui pour le coup n'est pas complètement impossible. Mais non, on a l'idée d'un ralentissement. La grande question, c'est qu'on a du mal à vraiment mesurer en temps réel les effets des coupes budgétaires, des licenciements, des autres mesures de baisse de dépenses qui sont mises en œuvre. Il y a un peu de mystère autour de ça, et que là aujourd'hui, on a à nouveau des inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont plutôt rassurantes, mais d'autres chiffres qui sont beaucoup plus mitigés. Demain, on aura un rapport sur l'emploi très important. Là aussi, ça va prendre du temps pour un peu faire retomber la fumée. Et je pense qu'on arrive, notamment sur le marché de l'emploi, à une situation qui est plus équilibrée, où les créations d'emplois chaque mois sont effectivement plus faibles, mais on n'est certainement pas à des niveaux récessifs. Donc, tout dépend là aussi de la politique économique. On parle par exemple moins de l'immigration, des flux aussi d'entrée dans le marché du travail qui ont beaucoup aidé pendant 3 ans, et à mon avis c'est une des inquiétudes qui aussi pourrait croître à moyen terme. Dans l'immédiat, c'est un ralentissement, et toute la question est de savoir jusqu'à où, jusque quand ce ralentissement, et aussi quelle pourrait être la réaction du président si effectivement dans les chiffres on commence à avoir vraiment davantage de mauvaises nouvelles. Bon, les incertitudes sont partout. Christine Lagarde nous l'a bien rappelé tout à l'heure. Merci beaucoup Frédéric. Merci pour votre éclairage sur ces situations. Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management, avec nous par téléphone.